Marc Fesneau, bonjour. Bonjour. Une première question d'actualité. Le bras de fer continue sur le glyphosate avec une décision aujourd'hui de l'Union européenne sur l'avenir de l'herbicide. La France votera non si l'autorisation dépasse 3 ans. Est-ce que vous craignez une victoire des lobbies dans cette affaire ? Nous, en tout cas, on a progressé par rapport à ce qu'étaient les attendus de démarrage de la discussion. Je rappelle que le chemin sur lequel nous étions, c'était d'une réautorisation pour 10 ans. Et la position de la France a fait qu'on a décidé de surseoir à la décision. On a de nouveau ce matin ou cet après-midi, je ne sais plus, une décision des membres de l'Union européenne sur cette affaire du glyphosate. Preuve en est que la position de la France a été entendue sur la volonté de donner un cap qui soit suffisamment crédible pour qu'on puisse sortir de ce produit sur lequel il y a beaucoup de doutes. Donc il faut à la fois articuler une volonté réelle et une volonté affichée de sortie du glyphosate et en même temps qu'elle soit tenable d'un point de vue économique. Donc je pense que la position de la France sera entendue. Position de la France sur l'environnement. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la position de Nicolas Hulot, finalement, sur le retour du nucléaire dans la part d'électricité, notamment d'ici 2035? C'est un recul ou pas? Non, moi je pense que Nicolas Hulot, et je salue cela de sa part, il œuvre à la fois avec détermination sur des objectifs qui sont ambitieux en termes de réduction des gaz à effet de serre, et en même temps avec pragmatisme. La vérité, c'est que ceux qui ont fait le choix de sortir trop rapidement du nucléaire, on sait à quel point la France est dépendante du nucléaire, c'est une histoire très longue, c'est plus de 50 ans d'histoire le nucléaire en France. Ceux qui avaient affiché brutalement la sortie du nucléaire, ils n'avaient pas forcément les solutions alternatives. On a bien vu en Allemagne ce qui s'est passé, où la sortie du nucléaire s'est accompagnée de la montée en charge des centrales à charbon. Le fait qu'on ait reculé, c'est un positif. C'est positif quand on regarde les sujets avec pragmatisme et qu'on essaie d'avancer. Et ce qui va permettre notamment d'œuvrer sur la transition énergétique. L'important et l'urgence, pour moi, d'un point de vue écologique, d'un point de vue environnemental, c'est la réduction des gaz à effet de serre qui produisent du dérèglement climatique et du réchauffement climatique. Et si nous sortions trop rapidement du nucléaire, il y avait un vrai risque que nous faisions une transition dans le sens inverse de celle qui est souhaitée. Et donc je pense que ça va dans le bon sens. La meilleure énergie aussi, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc les travaux qui sont engagés et les actions qui sont engagées par Nicolas Hulot pour réduire la consommation, c'est quand même ça la chose principale dans les temps qui viennent. Budget 2018, le Parlement donc acte la diminution des crédits affectés aux contrats aidés. Pour vous, c'était nécessaire ? Oui, il faut rappeler un peu l'histoire. On va retrouver en 2018 les seuils qui étaient ceux de 2012. Qu'est-ce qui s'était passé entre 2012 et 2017? C'est qu'on avait fait ce qu'on appelle pudiquement parfois le traitement social du chômage. C'est-à-dire que par des emplois aidés, on avait fait sortir des gens des effectifs du chômage. On était à un seuil un peu fou, si je peux dire, qui était un seuil de plus de 450 000 emplois aidés en 2016 et 2017 pour partie en tout cas. On revient à ce seuil et je pense qu'il fallait revenir à ce seuil. Alors en même temps, il y a des difficultés qui sont posées pour le réseau associatif et donc il faut regarder ça aussi avec attention et pragmatisme, essayer de trouver des solutions pour les associations. Puis il y avait la question des collectivités. Je pense que dans un certain nombre de cas, il y avait d'autres solutions pour les collectivités que d'avoir recours aux contrats aidés. Je m'explique. J'ai entendu parfois certains collègues dire « j'ai une cantinière ». Que depuis des années, je recrute en emploi aidé. Moi, j'ai été élu local, j'ai été maire, président de PCI. Je ne vois pas en quoi une cantinière doit relever d'un dispositif de contrat aidé. C'est un service public, la cantine. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un service public. Quand vous avez une cantinière, vous en avez besoin toute l'année, vous en avez besoin d'année en année, et donc il n'y a pas besoin d'avoir recours aux emplois aidés. Donc c'est une transition qui est un peu parfois difficile dans certains territoires, mais en tout cas, il faut la gérer. La diminution de 5 € des APL, c'était une maladresse selon vous ? En tout cas, peut-être qu'on n'a pas assez expliqué les choses. C'était une mesure de régulation budgétaire. D'ailleurs, le gouvernement s'en est pas caché. En cours d'année 2017, pour retrouver un budget conforme à ce qu'avaient été les engagements du précédent gouvernement en termes de déficit et de dette. Simplement, il y avait un dérapage de 7 à 8 milliards. Il a fallu faire ce qu'on appelle un coup de rabot. Et un coup de rabot, c'est jamais, je crois que c'est le Premier ministre qui l'a dit d'ailleurs lui-même, c'est jamais forcément très intelligent. Mais il fallait le faire. C'est vrai que ça a été sans doute mal perçu dans l'opinion. Ce d'autant que derrière, le gouvernement a un projet de loi autour du logement qui est très ambitieux sur un certain nombre de champs, pour faciliter la libération de l'offre, comme on dit. Et donc peut-être que le fait qu'on n'ait pas pu voir sur la table l'ensemble du projet de loi et l'ensemble des dispositifs qu'entendait prendre le gouvernement d'un point de vue de logement, ça a peut-être créé des malentendus. Marc Fesneau, on vous entend depuis qu'on a commencé cette interview, il n'y a pas la moindre critique sur le gouvernement, à moins que vous vouliez en formuler une. Finalement, non, je ne sais pas, mais alors ça veut dire quoi? Que depuis 6 mois, tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'il n'y a pas une seule erreur et que vous êtes prêt à signer sur tout. Je suis quelqu'un de lucide. D'abord, le gouvernement, avec le président de la République, ils sont au rendez-vous des promesses. Tout ce que vous avez sur la table, pour beaucoup de choses, c'était des choses qui avaient été mises sur la table. Des réformes fiscales, des réformes autour de la CSG. Donc tout ça était quand même sur la table. Donc déjà, on peut quand même saluer le fait que le gouvernement soit au rendez-vous des promesses qui avaient été prises par le président de la République et par sa majorité lors des élections présidentielles et législatives. Après, il peut y avoir des écueils et des difficultés. On a bien vu les difficultés qu'on avait sur le logement. On a bien vu
les incompréhensions qu'il pouvait y avoir autour des collectivités territoriales, même si certains, me semble-t-il, instrumentalisent un peu les choses et s'en font. Et vous pensez à qui ? Les grandes associations d'élus, on voit bien qu'il y a une difficulté. Allez, un nom. Non, mais on sent bien que on voit bien que qu'à l'AMF, moi je regrette que l'AMF soit maintenant dans cette situation d'opposant sans regarder la réalité des choses et sans. AMF, ça veut dire François Baroin, c'est le patron. Oui, et puis André Léniel, qui sont les deux. Parti socialiste. Oui, qui tiennent un peu cette maison que je connais un peu. Moi je regrette qu'on soit dans cette configuration-là. Il y a moyen de dialoguer avec l'État. On pourrait reconnaître quand même que c'est la première année que la DGF ne va pas diminuer. On a vécu pendant 5 ans une diminution. Donc une légère critique quand même sur les collectivités. Non, mais je pense qu'on n'a sans doute pas assez expliqué et qu'il faut qu'on réinvestisse comme parlementaires, sénateurs et députés, le champ des collectivités locales et qu'on dise ce qu'on fait sur les territoires. Peut-être que là aussi l'ambition n'est pas présente, on ne la voit pas en tout cas sur le territoire. Il y a une conférence des territoires et j'espère qu'elle donnera des attendus au mois de décembre. Hier soir, il y avait une conférence de presse des régions de France qui monte au créneau, qui s'inquiète de la réforme de l'apprentissage. Et on voit que droite et gauche confondues dénoncent la tentation d'un État jacobin qui reprendrait en main la gestion des dossiers. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Je ne perçois pas ça. En même temps, reconnaissons aussi qu'il y a un certain nombre de réformes qui n'ont pas été menées, soit dans les territoires, soit au niveau national. Alors j'entends tous ceux qui disent qu'il ne faut rien changer. Enfin, qui disent que tout va mal, mais qu'il ne faut rien changer. Sur un certain nombre de sujets, c'est ce que vous entendez. Sur la fiscalité, c'est ce qu'on a entendu. Alors il y a ceux qui disent qu'il fallait rien changer, et puis il y a ceux qui disent qu'il fallait aller plus loin. Enfin, tous ceux qui donnent aujourd'hui assez promptement des leçons, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 5, 10 ou 15 ans ? Et je pense qu'il faut saluer quand même la volonté du gouvernement de réformer. Sur la réforme de la formation professionnelle, tout le monde sait qu'il y a des difficultés. Que les régions ne soient pas encore saisies complètement de cette affaire-là, c'est peut-être un peu dommage. Et que l'État soit tenu par des dispositifs législatifs d'inciter les régions, parce que les régions ne sont pas les seuls acteurs de la formation professionnelle, à travailler ensemble pour qu'il y ait une grande réforme de ce sujet-là. Moi, ça ne me choque pas. L'État, il prend ses responsabilités. On est dans un pays qui s'est construit autour d'un État assez fort. Ça n'empêche pas qu'il y ait des régions fortes, et il me semble que les régions sont en train de monter en puissance plutôt. C'est Marc Fesneau, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, qui est l'invité de Territoire d'Info ce matin avec la presse quotidienne régionale. Marc Fesneau, le bureau de l'Assemblée nationale a examiné hier un premier volet d'un plan d'économie qui va du logement jusqu'aux frais de mandat. En tant que président de groupe, le Modem, êtes-vous OK pour faire ces économies tous azimuts? Je voudrais qu'on replace les choses dans leur contexte. Le président de Rugy a décidé de lancer 7 groupes de travail sur un certain nombre de sujets. La procédure législative, le statut du député, le statut des collaborateurs. Ces groupes de travail, ils doivent donner des conclusions au mois de décembre. Alors je vois que fleurissent parfois un certain nombre de propositions déjà. Moi, il me semble qu'il faut se donner le temps de regarder la globalité du sujet qui nous est posé. Et ce, dans un contexte complémentaire qui est celui de la réduction probable, en tout cas c'est ce que nous souhaitons dans la majorité, du nombre de parlementaires. Et donc il y a des économies à faire, incontestablement. Mais pas des économies parce qu'on n'aurait pas fait attention, parce que je crois qu'il y a des mesures importantes qui ont été prises et par l'Assemblée et par le Sénat pour déjà, on ne part pas de rien, on ne part pas d'une feuille blanche, il y a déjà des économies qui ont été faites. Il y a des économies parce que les modes de vie ont changé, la façon de travailler a peut-être changé, que là il y a peut-être des marges d'économie. Mais il ne faut pas poser que la question des économies, il faut poser aussi la question de la meilleure allocation des moyens. La question, c'est pas on fait des économies pour des économies. On fait des économies là où c'est inutile de dépenser, ou même parfois ça peut rester encore choquant. Vous pensez à quoi, même par exemple, des exemples sur les affaires d'hébergement, on voit bien que le système tel qu'il est posé, c'est un système qui est peut-être un peu obsolète et qui permettrait de trouver des lieux d'hébergement, mais ça peut être aussi des hôtels. On n'est pas obligé forcément d'être en Airbnb. Comme le dit Florent Bachelier. Non, enfin, moi je défends aussi les hôteliers. Il y a des hôtels à Paris et c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, chacun peut quand même avoir le droit de se loger de la façon dont il veut. Mais simplement, le dispositif tel qu'il était posé faisait peut-être qu'on était trop contraint par un certain nombre de contrats normaux qu'avait l'Assemblée nationale et qui faisaient qu'on avait peut-être des prix un peu plus élevés. De même qu'on dit sur un certain nombre de travaux, et Florian Bachelier a raison de le dire, qui étaient trop élevés, en disant quand on fait des travaux à l'Assemblée nationale, c'est forcément des... peut-être qu'il faut travailler, pas seulement à se dire on ne fait pas de travaux, mais on fait des travaux dans des conditions de concurrence qui fassent qu'on tire les prix. Diminution du nombre de parlementaires, mais est-ce qu'il ne faudrait pas s'attaquer aussi à la réforme territoriale, notamment le nombre d'élus locaux? Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à conduire sur Non, enfin le nombre d'élus locaux, je pense que la très grande majorité d'entre eux sont des élus qui sont de nature bénévole. Quand vous regardez sur les 500 000 élus locaux, combien sont indemnisés? Par ailleurs, le niveau d'indemnisation n'est pas fou. En revanche, qu'on puisse réfléchir sur les structures. Et là aussi, il y a peut-être des marges d'économie à trouver. Il n'y a pas que dans les assemblées nationales, le Sénat ou l'Assemblée nationale, qu'il y a des économies à trouver, oui. Mais ce n'est pas les élus locaux qui pèsent, à mon avis, sur la dépense. Là non plus, je veux pas qu'on cède trop facilement à l'idée de les élus locaux servent à rien et coûtent très cher. Je pense qu'on a besoin de ce tissu d'élus locaux, parce que quand il y a des coups durs, quand il y a des besoins, c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois de la rationalisation, mais moi, il me semble que le dispositif en termes d'élus locaux est plutôt satisfaisant. On avait parlé de la suppression des départements. Est-ce qu'il y a un échelon en trop? Oui, enfin, ça fait des années qu'on dit qu'il y a trop de communes et qu'on dit qu'il y a un échelon en trop.
Bon, à chaque fois qu'on pose le problème comme ça, on n'y arrive pas. Moi, je pense qu'il y a des endroits où l'échelon départemental, on peut penser à la région parisienne. Peut-être que l'échelon départemental doublé des EPCI, enfin ce qui y ressemble, d'une région et d'une métropole, il y a peut-être là un échelon en trop. En revanche, dans les territoires plus ruraux, il me semble que l'échelon départemental peut être un échelon utile d'aménagement du territoire ou de solidarité territoriale. Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent apporter sur les territoires pour bien un peu connaître le sujet? C'est de l'ingénierie, c'est la capacité à faire ce que des communes de 100, 200 ou 300 habitants ne peuvent pas faire. Voilà, c'est ça qui est important. Après, le nombre de communes, c'est l'histoire française. Alors on peut dire qu'on met à bas tout ça et que tout ça n'a pas de sens. C'est pour ça que même la fusion de communes, je dis attention à le faire avec une logique qui ne soit pas simplement une logique de rationalisation. Je me méfie toujours du mot rationalisation dans ces cas-là, mais une logique territoriale, une logique de projet. On peut fusionner des communes quand elles portent un projet collectif, un projet commun. Mais le fusionner parce qu'on va avoir 5% de plus de DGF, moi je pense que ce n'est pas un objectif, ça. Marc Fesneau, vous parliez tout à l'heure de grands projets qui sont sur la table et qui ont été lancés depuis la campagne d'Emmanuel Macron. François Bayrou avait dit qu'il manquait un projet social à Emmanuel Macron, notamment à cause de la question de la CSG. Vous le voyez venir, vous, ce projet social? Pas tout à fait ce qu'a dit Bayrou. Il disait qu'il fallait qu'on mette plus en exergue le volet social. Et sur la CSG, nous étions d'accord. D'ailleurs, nous portions ce projet-là sur l'augmentation de la CSG. Simplement, c'était sur les seuils que nous avions un débat. D'ailleurs, nous avons essayé de porter ce débat à l'Assemblée nationale. Et où le grand projet social? Mais le projet social, ça, il faut le mettre en évidence. Mais quand vous décidez d'augmenter les moyens à hauteur d'1,5 milliard ou 1,7 milliard à l'éducation nationale pour dédoubler les classes, moi, je pense que c'est un projet social. Quand vous décidez d'exonérer 80% des Français de la taxe d'habitation à terme d'ici 3 ans, je pense que c'est un projet social. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on montre la globalité du sujet. Et puis, le vrai projet social, moi, je vais vous dire lequel c'est. Le vrai projet social, c'est qu'on sorte de la spirale du chômage dans laquelle la France est plongée depuis des années. Quand vous avez 3 millions de chômeurs, plus de 3 millions de chômeurs, et 6 millions de gens qui sont dans la précarité sous une forme ou sous une autre, si nous réussissions à résoudre ce problème-là, on aurait fait une grande œuvre d'un point de vue social.